Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, première vidéo d'une longue série qui nous explique les tenants et les aboutissants de Google Ads. Donc déjà, Google Ads, qu'est-ce que c'est? C'est une régie publicitaire, la régie publicitaire de Google, qui met en lien annonceurs, marques ou agences et le moteur de recherche de Google. L'objectif de la régie, c'est de mettre en avant les résultats les plus pertinents en fonction des requêtes tapées par les utilisateurs. Il est important de noter que Google Ads représente plus de 80% des revenus de Google, donc inutile de dire qu'il porte une attention toute particulière à la qualité des annonces qui sont du coup disponibles sur leur réseau. La mécanique, vous allez voir, est assez simple à appréhender, c'est assez complexe dans le paramétrage et dans la mise en place, mais l'idée globale est assez simple. L'utilisateur tape une série de mots-clés qui définissent son besoin et Google en fait va mettre en face des résultats payants, naturels, pour y répondre. L'idée c'est que Google apporte tout de suite la meilleure réponse à l'utilisateur, comme ça cet utilisateur-là, théoriquement, ne va pas aller chercher ailleurs, ne va pas changer le moteur de recherche pour trouver ses réponses. Donc, comment ça se présente? C'est assez simple, vous l'avez déjà tous vu. On est là sur donc une page de résultats Google. La requête, c'est casque audio sans fil, quelque chose d'assez classique. Et on a plusieurs parties qui se dessinent devant nous. On a en bleu toute la partie payante, donc qui va regrouper Google Shopping et le réseau de recherche de Google. C'est sur ce deuxième point qu'on va s'attarder un petit peu dans la première partie de cette série. On reviendra ensuite sur Google Shopping plus tard. Et le SEO, donc les liens naturels, entre guillemets, apparaissent en dessous. À noter que les liens payants apparaissent toujours au-dessus des liens naturels. Naturellement, c'est la première source de revenus de Google, forcément. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail, un compte Google Ads, donc l'architecture d'un compte Google Ads se présente comme ça. Donc vous avez le MCC, qui n'est pas obligatoire. Encore une fois, on y reviendra plus tard quand on passera sur la plateforme. Mais un MCC, c'est un compte administrateur qui permet de manager, de gérer plusieurs comptes publicitaires distincts. Un compte publicitaire, donc compte Google Ads, le niveau 2, c'est l'ensemble des campagnes, des mots-clés, des groupes d'annonces, des annonces qui sont gérés pour une marque. En dessous, vous avez donc les campagnes. Les campagnes, ce sont les différents types de campagnes que vous allez pouvoir retrouver au sein d'un compte. Donc on va avoir les campagnes de recherche sur le réseau de recherche comme on vient de voir. On a les campagnes display, vidéo, etc., etc. On y reviendra un petit peu après. Les groupes d'annonces, c'est la répartition des mots-clés par groupe, si je puis dire, groupe thématique, afin de simplifier un petit peu l'architecture et de maximiser la cohérence entre les termes de recherche, les mots-clés et les annonces. Pareil, ça c'est là, je balaye, mais on va rentrer dans le détail dans chacun de ces points au cours de cette série. Et les mots-clés, ce sont les termes de recherche sur lesquels, c'est un petit peu le champ lexical sur lequel l'annonceur veut se positionner pour faire apparaître ses annonces. Typiquement, vous recherchez un casque sans fil, si je reprends l'exemple juste avant. Je suis à la recherche ou d'informations ou pour acheter un casque sans fil. Ma requête n'est pas très, entre guillemets, chaude, il n'y a pas de termes comme achat ou quoi que ce soit, il y a juste casque audio sans fil. C'est-à-dire que pour Google, je suis à la recherche d'informations pour un casque sans fil, et c'est le moment pour certains annonceurs de proposer leurs produits parce que théoriquement, je pourrais être amené à les acheter. Après, on est encore une fois sur une requête qui est très généraliste, on n'a pas d'intention d'achat ou d'avis ou de prix, mais pour autant, le fait de cliquer sur une des annonces et de visiter le site peut ou déclencher un achat spontané, ou alors m'intégrer au sein d'audiences qui vont me permettre d'être retargeté par la suite. Le retargeting, sans rentrer dans le détail, c'est simplement vous visitez le site de Sony, vous voyez des casques Sony, et peu de temps après, sur d'autres sites, vous voyez des bannières qui vont vous pousser des produits Sony, ou alors, si c'est bien fait, des produits que vous avez déjà vus. Mais encore une fois, toute la partie display et retargeting, c'est un sujet qu'on abordera un petit peu plus tard, parce que on va commencer à toucher à des stratégies qui sont un tout petit peu plus poussées que ce qu'on va voir au début. Donc on vient de voir rapidement les résultats de recherche de Google Ads sur le réseau de recherche, mais il est important de savoir qu'il y a plusieurs autres types de réseaux qui existent. Typiquement, donc là c'est en anglais, désolé, mais c'est assez simple, c'est assez transparent. On a donc le Search Ads qui est le réseau de recherche
qu'on vient de voir, donc qui apparaît sur les moteurs de recherche, que ce soit aujourd'hui on parle de Google, mais c'est la même mécanique sur Bing, euh, Bing Yahoo par exemple. Pareil, ce sont des choses, c'est des sujets qu'on abordera dans des vidéos spécifiques. On a aussi du coup le réseau d'applications. Donc là, c'est vraiment Google Play. Donc ça va être l'objectif, ça va être de générer ou des téléchargements d'applications, ou alors, si on veut aller un petit peu plus loin, des actions directement au sein des applications. C'est pareil, ça, tous ces sujets-là, ce sont des sujets qu'on va voir par la suite. Vous avez donc le réseau de recherche, enfin le réseau d'annonces vidéo, donc majoritairement orienté autour de YouTube, mais on verra qu'il n'y a pas que là où on peut afficher des annonces vidéo. Mais si on doit retenir quelque chose, c'est principalement orienté sur YouTube. Et on a le display. Le display, donc ce sont les bannières qu'on peut voir sur les sites qui monétisent certains de leurs emplacements. On va avoir une bannière en fait qui va ou pousser un message générique sur une marque, ce genre de choses, ou alors si on reparle un petit peu des stratégies de retargeting, on va voir une annonce avec un produit ou un service qui nous intéresse, qu'on a visité récemment, et potentiellement l'idée c'est vraiment de pousser entre guillemets l'utilisateur à l'achat, c'est-à-dire la personne est venue une première fois sur le site, elle voit le produit, ensuite elle voit l'annonce qui va peut-être pousser un petit peu l'achat. Voilà. Et on a une dernière petite chose qui est assez récente, qui s'appelle le Discovery. Donc le Discovery, c'est pour les téléphones Android. L'idée, c'est d'avoir en fait une zone, si on veut, donc de découverte, un petit peu un feed de découverte. Et c'est dans ces emplacements-là que les annonces peuvent apparaître. Donc il y a plusieurs endroits, donc le Discovery Feed, YouTube et Gmail. Mais grosso modo, si on doit garder quelque chose de ça, il y a simplement une nouvelle façon d'afficher des bannières à de nouveaux emplacements. Et pareil, on fera une vidéo dédiée sur ce sujet. Dernière petite chose, par rapport à Google Vidéo, il y a beaucoup de formats spécifiques qui existent. Le plus courant, celui qu'on voit quand on navigue sur YouTube sans adblock, ça va être l'InStream, donc skippable ou non skippable en fonction de la taille de la vidéo. Ensuite, vous avez du coup les vidéos reward. Celles-ci, on va les retrouver surtout sur les sites médias et sur les applications. Souvent, pour gagner X cœurs ou X pièces d'or, on va regarder une publicité ou deux publicités de 20 secondes sans pouvoir skipper. Et voilà, ça c'est la mécanique des vidéos reward. Donc concernant les annonces app interstitielles, la mécanique est à peu près similaire à ce qu'on peut retrouver pour les annonces reward, c'est-à-dire que les interstitielles donc, sont des blocs d'annonces pleine page, full screen, qui vont être diffusés entre deux écrans d'une application lors de la navigation. Ça permet souvent d'afficher des applications web ou des contenus HTML5 avec des transitions naturelles. Donc ça peut être une vidéo pré-roll, le chargement du niveau. Donc dans la navigation, ça ne va pas gêner d'outre mesure la navigation au sein de l'application. Le format in-feed et in-article, c'est assez clair aussi, dans le sens où on est sur des types d'annonces qui sont dites natives, c'est-à-dire que ce sont souvent des formats qui vont reprendre le contenu des sites. C'est-à-dire que si vous avez un site média, vos articles s'enchaînent d'une certaine façon, souvent avec un CTA à découvrir, ce genre de choses, plus une image et un titre. L'annonce va reprendre grosso modo ce format-là avec juste un petit encart pour signifier que c'est une annonce ou du contenu sponsorisé, mais c'est assez transparent lors de la navigation. Le contenu in-feed, cette fois, c'est directement au sein d'un article, ça va être entre deux paragraphes. Vous allez avoir du coup une bannière ou une vidéo qui se lance au cours de la navigation. Donc maintenant que nous avons vu comment s'articuler les campagnes Google Ads, sur quel type de réseau, quel type de campagne nous pouvions faire, on va voir maintenant comment s'organise un petit peu la plateforme directement en ligne. Donc il y a plusieurs parties qu'on peut voir. Donc là nous sommes au niveau d'un compte vierge bien sûr pour les besoins de la vidéo.
on aura l'occasion plus tard de travailler sur des comptes qui diffusent avec des performances qu'on pourra analyser, voir quelles données on peut faire remonter. Donc pour le moment, ce qu'on va voir, c'est vraiment comment s'organise la plateforme au niveau des campagnes, au niveau des groupes d'annonces, mais aussi au niveau des paramètres de facturation, ce genre de choses. Donc, quand on arrive sur la plateforme, on voit plusieurs choses. Tout d'abord, la partie header et la partie où on va retrouver plusieurs choses. Donc, un bouton recherche qui vous permet d'accéder typiquement à des sous-menus. Là, par exemple, la facturation. À savoir que ce menu-là, vous pouvez le retrouver si vous tapez juste G et T à l'affilée. Vous avez le raccourci qui se déclenche. Ensuite, vous avez l'icône rapport qui vous permet de construire des rapports personnalisés pour les transmettre du coup à un contact, un client ou même pour vous, pour historiser offline les données d'exploitation du compte. Ensuite, dans outils et paramètres, c'est là où on va trouver une très grosse partie du paramétrage du compte, donc qui se trouve plutôt dans les tableaux configuration et facturation. Donc facturation, on y reviendra, mais pour l'instant, tout ce qu'il faut savoir, c'est là où on va pouvoir ajouter ses moyens de paiement, les personnes en charge du paiement, des contacts spécifiques en cas de problème. Ensuite, la partie configuration, donc là c'est là où on va pouvoir paramétrer donc, les données de l'entreprise, donc nom de l'entreprise, numéro de TVA, etc., etc., des choses assez classiques. Et ensuite, vous allez avoir deux choses qui sont très importantes dans cette partie-là, qui sont les accès au compte, donc qui peut accéder au compte, pour faire quoi, donc administrateur, lecture seule, etc. Et aussi quels comptes autres sont associés à Google Ads. Typiquement, si on va voir, on a la possibilité d'intégrer forcément Google Analytics, Firebase, ce genre de choses. Et aussi des outils tiers, on a vu Salesforce, ou YouTube, ou GMC, en fait, qui permet d'obtenir plus de données de ces plateformes-là. Typiquement, l'exemple concret, c'est que si on ajoute une chaîne YouTube à notre compte Google Ads, on va pouvoir utiliser les audiences de cette chaîne YouTube et avoir des informations supplémentaires directement sur YouTube de la part de Google Ads. Il y a vraiment une interconnectivité entre les softs. Voilà. Au niveau des statistiques, donc c'est toute la partie qui va nous permettre de aller directement sur Analytics. Ça, c'est simplement un raccourci. Et ensuite, conversion et attribution. Conversion, c'est là où on va pouvoir paramétrer nos objectifs de campagne. Donc souvent, c'est un import directement de Google Analytics si on utilise les tags Analytics, Universal Analytics ou Gtag. On verrait qu'on a aussi la possibilité d'utiliser des tags AdWords, mais dans certains cas. Et ensuite l'attribution, donc le modèle d'attribution qu'on choisit, last click, linéaire, ce genre de choses. Pareil, on verra qu'il y a certaines choses qui peuvent être un petit peu confuses au niveau de l'attribution, mais ça sera le sujet d'une vidéo à part entière, parce que c'est un sujet très important. Donc dans les actions groupées, ce qui va le plus nous intéresser, ce sont les règles et les scripts. Les règles, c'est tout ce qui permet d'anticiper un changement sur le compte. C'est-à-dire que si on souhaite modifier un budget à une date précise, on est tout à fait capable de le faire en écrivant une règle, ce qui permet de, pas l'oublier, anticiper au maximum les changements du compte. Et les scripts, ça c'est pareil, on fera une vidéo dédiée aux scripts parce que c'est un sujet bien particulier, mais c'est une partie de Google Ads qui permet d'ajouter donc du code assez proche du JavaScript pour permettre de faire des actions en fonction de paramètres. Pour donner un exemple concret, j'ai un compte avec X campagnes, et ce compte-là, je ne souhaite pas qu'il dépense plus de X euros précisément sur une période définie. Eh bien, avec l'ajout d'un script, on va pouvoir bloquer le compte, mettre en veille les campagnes directement au moment où le compte atteint ce montant-là, ce qui n'est pas possible avec les règles automatiques. Mais encore une fois, c'est un sujet assez avancé, donc on va pas aller plus loin aujourd'hui là-dessus. Concernant la bibliothèque partagée, c'est vraiment l'endroit où vous allez retrouver toutes les variables qui peuvent être partagées entre les campagnes, c'est-à-dire les audiences, les stratégies d'enchères, les budgets partagés.
et d'autres listes typiquement d'exclusion ou d'optimisation. Euh, Tout simplement, voilà, c'est vraiment tout ce qu'on peut partager entre les campagnes. Et dans la partie planification, cette partie-là est intéressante quand on lance une campagne ou quand on lance un compte. Ça nous permet en fait d'avoir un premier outil d'analyse sur la volumétrie des termes de recherche que l'on veut cibler ou que l'on pense vouloir cibler. C'est-à-dire qu'on va vendre tel produit, on souhaite du coup mettre une campagne pertinente en face. Avec cet outil-là, on va pouvoir voir euh, combien de requêtes mensuelles en moyenne sont enregistrées par Google, combien de concurrents et quel est le prix de la concurrence sur ces termes de recherche. Et ensuite, à nous, annonceurs, de prendre les bonnes décisions et voir si c'est pertinent d'aller sur telle ou telle requête, en fonction de sa pertinence et en fonction de la concurrence qu'il y a dessus. Donc voilà. Ensuite, vous avez donc l'onglet Aide qui vous permet de contacter le support Google qui peut être pertinent, surtout au début quand on a des questions, c'est assez utile. Après, une fois qu'on a atteint un certain niveau sur Google Ads, c'est vrai que le niveau d'accompagnement est pas génial et on va vite passer sur des account managers dédiés pour éviter d'avoir à passer par le support. Le centre de notification, a priori qui ne marche pas, mais c'est l'endroit où du coup vous avez vos notifications sur les performances de campagne, 2 l'évolution de la plateforme. Et tout à droite, bien sûr, vous avez votre compte et la possibilité de changer de compte si jamais il y en a plusieurs. Donc, ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est la partie du milieu, donc où vous avez donc ce graphique, bon, vide pour l'instant bien sûr, et ensuite la liste des campagnes. Cette zone-là va être similaire à plusieurs niveaux, typiquement au niveau des campagnes, des groupes d'annonces, des mots-clés. On va toujours avoir à peu près la même structure de tableau. L'idée ici, c'est d'avoir une représentation visuelle des performances, donc sur la timeline qui est ici, et en dessous avoir un détail avec les indicateurs de performance qu'on a pu paramétrer. J'y reviens juste après. Donc si on parle de cette timeline-là rapidement, on a plusieurs possibilités. Déjà, on a la possibilité de mettre deux indicateurs donc superposés. Donc après, à voir quels sont les indicateurs que vous souhaitez suivre. Ça peut être les coûts, les clics. Au niveau des conversions, ça peut être... Ah, pardon. J'ai un petit bug a priori. Bon, c'est pas grave. Hop, au niveau des conversions, c'est bon, ça marche. En gros, vous avez la possibilité de suivre, bon, normalement c'est au-dessus, mais le volume de conversion, donc le nombre de conversions pur, le taux de conversion, le CAC, donc le coût par conversion, ce genre de choses. Ça, c'est donc bien sûr, c'est modulable à l'infini comme vous le souhaitez, en sachant qu'on peut rajouter des valeurs, mais pareil, ce sont des choses plus avancées qu'on verra plus tard. Au niveau du type de graphique, vous avez un récapitulatif, donc un histogramme classique ou une série donc linéaire. Je vous conseille de garder ce format-là puisqu'il vous permet de voir l'évolution des performances sur le temps et avec du coup combiné à ce petit calendrier qui vous permet de choisir la date d'analyse, c'est vrai que c'est très visuel. Vous avez la possibilité de l'agrandir, mais c'est pas vraiment la question ici. Et vous pouvez bien sûr ajuster la période d'analyse en fonction ou des jours, des semaines, des mois, des trimestres et des années, en fonction de la taille de la période que vous souhaitez analyser. Typiquement, analyser jour par jour sur un an, ça vous donne un graphique qui est difficilement compréhensible. Par contre, analyser une année par mois, c'est déjà plus lisible. Ensuite, en dessous, donc là c'est le bouton qui vous permet de créer une nouvelle campagne. Vous avez pareil un petit raccourci qui vous permet d'atteindre des campagnes spécifiques si vous ne les retrouvez pas ici. La segmentation, c'est l'ajout d'une dimension secondaire. Ça parlera aux utilisateurs de Google Analytics qui vous permet de mettre en comparaison du coup votre campagne et d'autres informations. Typiquement, là, ça serait théoriquement les résultats de ma campagne au global. Et ensuite, la répartition par device, par exemple. Donc là, ça vous permet d'avoir déjà une petite idée de sur quel device les gens cliquent, où est-ce que vos annonces apparaissent, etc. etc. J'en profite pour tout de suite aller au niveau des colonnes. Vous avez ici la possibilité en fait de modifier
les colonnes directement. Hop, si on rajoute ça, vous avez en fait la possibilité ici de modifier les colonnes, les indicateurs, les KPI que vous allez faire ressortir. Donc ça c'est au besoin. Tous les annonceurs n'ont pas besoin des mêmes données, mais c'est intéressant de savoir qu'on peut le modifier. Et ce tableau-là, on peut le modifier bien sûr à tous les niveaux. Au niveau des campagnes, des groupes d'annonces, des mots-clés, etc., etc. Donc les rapports, ça vous permet bien sûr d'exporter les rapports de campagne, les performances de campagne. Le téléchargement, c'est la même chose, mais ça vous permet d'exporter ces données-là pour les ajouter et les traiter sur Excel, par exemple, ou sur Spreadsheet. Pareil, développer, ça vous permet juste de supprimer, entre guillemets, la timeline qui est au-dessus et de vraiment rester concentré sur les campagnes, enfin sur le tableau qui est à ce niveau-là. Et les plus, vous avez du coup la possibilité de coller, mais bon, je vous déconseille d'utiliser. La création de règles automatiques qui est simplement un raccourci de ce qu'on a vu tout à l'heure, et les commentaires qui vous permettent en fait de noter les grosses évolutions, les points marquants qu'il y a eu jour après jour, typiquement le lancement d'une nouvelle campagne ou la suppression de mots-clés, etc., etc. Voilà. Donc si on repart sur le menu de gauche, ici vous avez donc la vue d'ensemble qui va un petit peu regrouper toutes les données de votre compte. Bon, c'est pas forcément le plus lisible, mais ça a le mérite d'exister. Ensuite, vous avez la partie recommandations. Donc, ce sont les recommandations qui viennent directement de Google pour optimiser un petit peu votre compte. Donc, quand on est débutant, c'est déjà une bonne base pour faire évoluer son compte. Ensuite, le niveau des campagnes. Donc là, théoriquement, vous avez l'ensemble de vos campagnes qui sont en ligne. Vous avez aussi, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, vous avez la possibilité d'ajouter des filtres au niveau des campagnes, c'est-à-dire typiquement trier les campagnes en fonction de leur nom ou de leur performance. Ça permet de faciliter un petit peu la navigation. Donc les analyses d'enchères, c'est l'endroit où vous allez avoir en fait la possibilité de voir contre qui, c'est pas exhaustif, mais dans l'idée contre qui vous enchérissez et quel niveau d'enchère vous êtes par rapport à eux, par rapport à vos concurrents. C'est-à-dire que vous allez voir sur X impressions combien de fois votre concurrent est au-dessus de vous dans les résultats et voir si c'est pertinent pour vous de continuer ou pas à enchérir dessus. Au niveau des groupes d'annonces, donc c'est toujours la même chose. Donc pareil, vous avez la partie analyse, où vous allez avoir tous les groupes d'annonces qui composent votre campagne, donc avec pareil, toujours la possibilité de modifier les colonnes à droite. Et de la même façon, les analyses d'enchères, donc pareil comme sur les campagnes, voir contre qui vous enchérissez, sur quel mot-clé, quel groupe d'annonces, etc., etc. Ensuite, dans la partie annonces, vous avez là, ici le listing de l'ensemble de vos annonces. C'est souvent un petit peu brouillon dans le sens où vous avez régulièrement plusieurs campagnes et plusieurs groupes d'annonces, et plusieurs annonces par groupe d'annonces. Donc on va vite avoir beaucoup d'annonces qui s'affichent. Donc là, c'est là où commence à devenir intéressant le filtre qui vous permet de filtrer en fonction des campagnes ou des groupes d'annonces toutes vos annonces. Et ensuite, pareil, vous avez donc le tableau avec l'état de la campagne, de l'annonce, pardon, et le type d'annonce. Donc là, quand vous voyez annonce textuelle grand format, sachez que c'est à peu près la norme, c'est le minimum qu'on demande maintenant sur Google, que Google demande, sont donc les annonces textuelles grand format, qu'on appelle aussi les ETA, sont les annonces comme ça que vous voyez très régulièrement, donc composées de 2 ou 3 titres, souvent seuls les 2 premiers apparaissent, donc le fil d'Ariane, et ensuite dessous deux textes descriptifs de 90 caractères. Donc pareil, on fera une vidéo dédiée aux annonces plus tard dans cette série. Mais voilà, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir retrouver ces informations-là. Ensuite, les extensions. Donc c'est là où vous allez pouvoir créer ou des liens annexes qui vous permettent de faire des liens profonds vers votre site, vers des pages spécifiques de votre site, ou alors des extensions d'accroche qui vont mettre en avant vos avantages marketing, vos avantages concurrentiels, ou alors carrément une extension de lieu qui permet de faire le lien avec Google Maps, ou une extension d'appel qui vous permet directement d'appeler en cliquant sur l'annonce. Les extensions automatiques, donc comme son nom l'indique, sont des extensions qui sont créées par Google. Jusqu'à maintenant, j'évite de l'utiliser dans le sens où on a pu apercevoir à plusieurs reprises des extensions créées automatiquement avec des descriptifs qui n'étaient plus à jour, qui pouvaient renvoyer vers des pages en 404, donc quelque chose de pas très
pas forcément adapté et pertinent. Ensuite, au niveau des pages de destination, là vous allez retrouver l'ensemble de vos pages de destination actives, si je puis dire. L'idée ici, c'est de voir surtout est-ce qu'on a des erreurs au niveau du score de vitesse sur mobile et de pouvoir comparer, d'avoir un premier spectre de comparaison entre la pertinence de vos différentes pages d'annonce. C'est pas l'endroit, pardon, c'est pas l'endroit où vous allez retrouver le plus d'informations par rapport à ça, mais ça vous donne déjà une petite idée. Donc au niveau des mots-clés, là vous allez retrouver, donc là on est, vous avez toujours campagne, groupe d'annonces, donc vous savez où vous êtes à peu près. Et là vous allez retrouver les mots-clés qui composent en fait ce groupe d'annonces-là, qui lui-même compose cette campagne-là. Donc aujourd'hui là vous voyez que c'est le même mot-clé, mais avec un type de correspondance différent. On fera une vidéo dédiée dans cette série au type de correspondance, je vous rassure. Et de la même façon, vous avez toujours les informations relatives en fait, aux variables que vous êtes en train d'étudier. Donc là, c'est les mots-clés, et on va voir l'état des mots-clés, le CPC max, on y reviendra pareil, les stratégies d'enchères, c'est une vidéo à part, et toutes les informations relatives. Vous avez de la même manière les termes de recherche à exclure, ce qu'on appelle les négatifs. Donc ça sera aussi, tout sera étudié en profondeur au sein d'une même vidéo. Et chose intéressante, les termes de recherche. Donc là, on n'en a pas forcément, mais dans un compte où les campagnes tournent, ici, vous allez voir les termes de recherche qui ont permis l'impression de vos annonces. Typiquement, ça permet de donner des idées et de pouvoir ajouter des mots-clés au sein de vos campagnes. L'analyse des enchères, toujours le même principe que dans les groupes d'annonces ou dans les campagnes. Les audiences, donc là c'est ici que vous allez pouvoir créer et retrouver les audiences, donc que ce soit remarketing ou alors des audiences pour pousser un message. Typiquement, c'est pareil, ça sera une vidéo à part entière, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ici que vous pouvez commencer à configurer des audiences. Et de la même façon, vous pouvez exclure ces audiences-là. Typiquement, quelqu'un qui a acheté chez vous, vous savez que cette personne-là n'aura pas l'occasion de réacheter sous au moins 2 mois, le temps d'utiliser le produit ou ce genre de choses, et vous ne voulez pas pousser des annonces pour cette personne-là. Donc forcément, vous allez l'exclure. C'est un exemple basique, mais c'est la mécanique de l'exclusion des annonces, des audiences, pardon. En dessous, là on va rentrer dans une partie un petit peu plus d'optimisation, si je puis dire. Là, vous avez les tranches d'âge réparties, donc, enfin, les âges répartis via cette tranche d'âge, pardon. Et vous allez pouvoir forcément les exclure ou les cibler à l'inverse en fonction de vos produits. Donc voilà. Pareil pour les informations sociodémographiques, les revenus, on a la possibilité de faire des combinaisons en fonction de l'âge, du sexe, etc. Des utilisateurs, et pareil, faire des combinaisons d'exclusion. Pareil, toutes ces données-là sont des choses qu'on verra dans une vidéo dédiée aux optimisations et aux premiers leviers d'optimisation. Dans le sous-menu paramètres, vous allez retrouver un rapide résumé en fait de l'ensemble du paramétrage de vos campagnes. Donc que ce soit le type de campagne qui sont en cours de diffusion, les stratégies d'enchères, les réseaux sur lesquels on diffuse, les dates de début, dates de fin s'il y a, et les zones de diffusion. Vous allez aussi retrouver, donc ça on va le voir juste après, mais d'autres informations par rapport aux ajustements d'enchères. En dessous, hop, dans la partie juste en dessous, vous allez retrouver donc zone, calendrier de diffusion, appareil. C'est simplement des indications, des indicateurs qui vont vous permettre d'ajuster vos enchères. Au niveau des zones, quand on parle de zones géographiques. Donc si vous souhaitez diffuser que en Île-de-France ou alors exclure expressément l'Île-de-France, c'est par ici que ça va se faire. Pareil pour les appareils, si vous souhaitez diffuser que sur mobile ou que sur desktop. Et pareil pour les calendriers de diffusion, si vous souhaitez diffuser que sur les jours ouvrés ou que le week-end, par exemple pour un parc d'attractions, ce genre de choses. Bon, c'est un exemple arbitraire, mais c'est l'idée. Ensuite, l'historique de modification, c'est simplement pour voir quelles sont les modifications qui ont eu lieu sur le compte, sur la zone que vous ciblez.
Donc là, par exemple, ce qu'on peut voir ici, c'est du coup, la création du compte et la création d'une campagne, d'un groupe d'annonces, histoire d'illustrer un tout petit peu mes propos aujourd'hui. Euh, voilà, et puis voir en détail ce qui a été fait, grosso modo. Brouillon et test, c'est toute la partie A/B testing qu'on verra pareil dans une vidéo dédiée, parce qu'à chaque fois, ce sont des sujets assez lourds. Et objectif performance et groupe de campagne sont des nouvelles options que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Donc aujourd'hui, j'ai pas spécialement d'informations à partager dessus, mais si jamais en creusant, je me rends compte que c'est pertinent, on pourra en reparler au sein d'une vidéo dédiée. Donc voilà, c'est assez rapide, mais ça vous permet d'avoir une rapide introduction de ce qu'est Google Ads. Euh, voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Je vais aussi mettre un mail du coup dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez des besoins, si vous avez des échanges. Moi, c'est avec plaisir que je prendrai du temps. À savoir que j'espère améliorer la qualité des vidéos au fur et à mesure, dans le sens où là c'était une première, c'est la première vidéo que je fais sur YouTube. Donc voilà, s'il y a des petits problèmes, un petit peu de cut ou de son, sachez que ça sera réglé par la suite. Et voilà. Donc bah, écoutez, merci d'avoir regardé en tout cas cette vidéo et n'hésitez pas, encore une fois, si besoin. À bientôt.